Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour découvrir ensemble les grands titres de l'actualité de ce lundi 2 septembre. Une large partie de cette édition sera consacrée aux préparatifs des commémorations de la libération de Monaco le 3 septembre 1944. Vous le verrez, un camp militaire a été installé dès aujourd'hui sur la place du Palais et une exposition sera inaugurée demain au ministère d'État. L'Institut audiovisuel fait partie des entités qui y ont participé. Nous serons avec son directeur, Vincent Vatrican. La rentrée scolaire, c'est dans une semaine à Monaco, à la différence de la France où elle avait lieu aujourd'hui. Vous découvrirez les tenues scolaires et sportives que porteront les élèves monégasques. La distribution a débuté. La rentrée qui se traduit aussi par la poursuite ou la découverte de la pratique d'un sport pour les plus jeunes. Roland Biancheri, président général de l'ASM, fera avec nous un tour d'horizon des disciplines qui attendent leurs futurs adhérents. Nous verrons s'il y a un effet JO. Enfin, nous irons à San Remo, sur la Riviera italienne, où une exposition de mode rend hommage au style et à l'élégance de la princesse Grace. Mais avant de développer ces titres, ces images de la prestation de serment du nouveau ministre d'État, Didier Guillaume a été reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais Princier. Après une audience avec le prince Albert II, il a officiellement prêté serment dans le Salon des Glaces, en présence de la princesse Charlène, des enfants princiers, des membres de la maison souveraine, mais aussi des membres du gouvernement et de sa compagne. Le ministre d'État qui poursuit par ailleurs ses échanges et rencontres avec les grands acteurs de la principauté ou les services de l'administration. Après sa prestation de serment, Didier Guillaume s'est rendu cet après-midi, vous le voyez sur ces images, au siège de la Sûreté publique. Il a pu y visiter les locaux et s'entretenir avec les responsables des différentes divisions ou encore de l'école de police et la salle de garde. Le 3 septembre est traditionnellement une journée de commémoration à Monaco. On célèbre l'anniversaire de la libération de la principauté et cette année est particulière puisqu'il s'agit du 80e anniversaire. Plusieurs manifestations vont accompagner les célébrations demain. La place du Palais s'est notamment transformée aujourd'hui en un camp militaire américain. Alban Gingembre et Julien Laugier étaient sur place. Le 3 septembre 1944, Monaco était libéré après des occupations italiennes puis allemandes. 80 ans plus tard, un camp américain s'installe sur la place du Palais, car pour l'occasion, le prince souverain souhaite mettre l'accent sur la contribution décisive de l'armée américaine. L'idée, c'est de reconstituer un camp avec des figurants en tenue d'époque. Et les Harley-Davidson, c'est des pièces qui sont très rares, très recherché par les collectionneurs de véhicules militaires. Et on a, je disais, la fameuse FFI là-bas, c'est le véhicule des résistants qui aussi a marqué l'époque de la libération. Et pour marquer le coup, une vingtaine de bénévoles va dormir dans le camp dès ce soir, avec tous les éléments d'époque qui le constituent. Il y a des dortoirs avec des lits de camp aussi, qui représentent vraiment le camp. On a la protection du camp avec des armes à l'entrée, on a du carburant, donc des bidons. On a essayé de faire en sorte d'être dans le thème. Ça nous permet de se rappeler les bonnes choses et de faire venir aussi les enfants, d'essayer de faire en sorte de faire passer le message pour les petits aussi. Demain, il y aura aussi des enfants. C'est aussi un peu le but, de les habiller, qu'ils essaient de prendre le relais, de poursuivre dans le temps. Des commémorations auront lieu dans la principauté toute la journée. Son Altesse Sérénissime sera de passage sur la place du Palais en fin de matinée. C'était donc il y a 80 ans. Mais avant la libération de Monaco, il y a eu tout d'abord le débarquement sur les rivages varois. Le 14 août dernier, un premier hommage a déjà été rendu au général américain qui a libéré Monaco et qui, avant de rejoindre la principauté, était passé par le petit village de La Motte. Une équipe de Monaco Info avait assisté à cette cérémonie. C'est un récit d'Émilie Rousseau sur des images de Thomas Deus. C'est un village à flanc de colline qui a vu le 14 août 1944 le parachutage des troupes alliées aéroportées pour le débarquement dans le sud de la France. La Motte est alors le premier village libéré de Provence, marquant ainsi le succès de l'opération que l'on avait baptisée l'opération Dragoon. 80 ans plus tard, la commune du Var a commémoré cet anniversaire en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre d'État Pierre Dartout. Le Var s'est beaucoup investi pour cette commémoration et ça nous fait chaud au cœur parce que
Sur la Motte en particulier, où nous sommes le premier village libéré de Provence, tous les ans c'est une véritable fête avec beaucoup de vétérans américains et anglais qui viennent nous rejoindre. Donc là, c'est vraiment toujours une émotion renouvelée. Le débarquement en Provence avait été confié au général Frédéric qui était aux commandes de la First Airborne Task Force. Son unité était surnommée la Brigade du Diable par les Allemands. C'est cet homme, âgé de 37 ans à l'époque, que Lamotte a voulu mettre à l'honneur en dévoilant une statue à son effigie au mémorial du Mi-temps, la même où en 1944 il avait installé son poste de commandement. Cette statue, dont la réalisation a été financée en partie par la principauté, salue donc l'engagement du général Frédéric, mais aussi de l'ensemble des soldats qui se sont battus pour la France. Herbert Traube est l'un d'entre eux. Le vétéran, aujourd'hui centenaire, a suivi cette cérémonie avec beaucoup d'émotion. Malgré la distance de 80 ans, dans ma tête, tout ça, ça existe. Et je me revois à l'époque, quand notre unité a fini à débarquer à Oudramont, mais bien après les premières unités. Ce sont mes souvenirs qui remontent quand j'assiste à ce genre de cérémonie. Vous l'avez vu dans ce reportage, le petit-fils du général Frédéric a été très ému et très touché par l'hommage rendu à son grand-père. Il sera présent demain à Monaco. Nous l'écoutons. When I heard that Monaco is going to be issuing a postage stamp with his image, I was amazed. I was so happy. I called many people and told them. It is just, again, it is so remarkable that in Monaco, they remember him, they know him. I have letters that my grandfather and Prince Louis II wrote to each other. Prince Louis inviting my grandfather to lunch, asking him if he would bring this medal or this document for him to see. They had a bond, they had a special relationship, and it makes me so happy 80 years later to be returning. Et demain, toujours à Monaco, une exposition consacrée à la libération de la principauté sera officiellement inaugurée au ministère d'État. Nous sommes avec le responsable de l'une des entités qui a participé au montage de cette exposition. Il s'agit de l'Institut audiovisuel. Bonsoir Vincent Vatrican. Bonsoir Patricia. Une fois de plus, c'est un élan commun qui est à l'origine de cette exposition. Une collaboration générale a permis sa réalisation. Oui, le fruit d'un travail, comme vous le dites, en commun entre la mission de préfiguration des archives nationales, les archives du Palais et l'Institut audiovisuel de Monaco. Ces trois entités qui ont bénéficié aussi de l'appui de la médiathèque de Monaco qui conserve un fonds photographique majeur sur la libération de Monaco, le fonds de taille. Quelle a été la part de l'Institut audiovisuel dans cette exposition ? On a travaillé sur nos propres collections, des collections photographiques, mais aussi des images animées, les quelques rares morceaux de films qui existent sur les bombardements et la journée du 3 septembre 1944. Ces photos et ces quelques documents vidéo animés, d'où provenaient-ils ? Alors il y a des fonds qui sont des fonds de particuliers qui nous ont déposé leur collection, qui sont sauvegardés dans nos archives. Je pense notamment aux photographies qu'a pu prendre André Soriano, lequel a aussi, avec une caméra 16 mm, filmé la liesse qui saisit la population de Monaco au matin du 3 septembre. Ce sont des images tout à fait saisissantes qui ont été réalisées à bord d'un véhicule qui pénètre dans Monaco par la Basse-Corniche. Oui, cela permet de rappeler l'importance pour ceux qui nous regardent ce soir de partager leurs documents de famille qui sont en leur possession, car pour certains, il s'agit de documents historiques qui peuvent se révéler précieux en termes de témoignages du passé. Oui, et puis c'est une période
compliquée, la période de la guerre et de la libération. Donc c'est vrai que certaines personnes ont des difficultés à communiquer leurs éléments. Je vais prendre un exemple précis. On a récupéré, il y a à peine quelques semaines, un document filmé réalisé par Max Bruce, qui faisait partie du studio de Monaco. Et ce sont véritablement les seules et uniques images des quelques bombardements que Monaco a essuyés en août 1944, quelques heures avant la libération. C'est-à-dire que ce film 16 mm est resté dans sa boîte quasiment 80 ans, sans jamais être communiqué. Et c'est vrai que c'est une grande fierté de pouvoir montrer une partie de ces images dans le cadre de cette exposition. Et j'ajoute en plus qu'elles ont fait l'objet d'une restauration spécifique pour l'occasion. Que pourra-t-on également trouver dans cette exposition à côté de ces vidéos et photos que vous avez fournies ? Eh bien, un récit, puisque évidemment, notre objectif, c'était de raconter la libération de Monaco avec l'apport de documents nouveaux, le fruit d'un travail commun au plus près des archives. Je citais le fonds de taille. C'est un fonds qui est connu. Certaines de ces photos ont été déjà utilisées et reproduites, notamment dans l'ouvrage Monaco sous les barbelés. Mais quand on va réellement jusqu'au négatif, on s'aperçoit que ce fonds est un fonds extrêmement riche, plus d'1 millier de documents. Et évidemment, ça nous a permis de retracer, de recomposer certaines séquences qui n'étaient pas forcément très bien connues dans ces quelques jours qui ont précédé, qui ont succédé le 3 septembre. Et puis l'exposition s'appuie sur 2 récits. Le récit du docteur Drouard, qui était médecin à l'hôpital de Monaco. Il avait 45 ans à cette époque. Et évidemment, il a vu de près les bombardements et évidemment soigné de nombreux blessés à l'hôpital. Donc son témoignage est important, de même que le second, qui est celui de Jean de Flacieux, un enfant du pays, qui était étudiant pour entrer à HEC à l'époque, et il n'a pas encore 20 ans, et s'engage dans la résistance et raconte son point de vue sur les jours qui ont précédé et les jours qui ont suivi cette libération de Monaco, puisque, et on le raconte, cette libération ne s'est pas faite en un seul jour. Les scolaires de Monaco seront-ils invités à venir découvrir ce pan de l'histoire d'ici le mois de janvier ? Tout à fait. Cette exposition, conçue comme une exposition dossier, a évidemment une vocation pédagogique. L'optique pour nous, c'est de réaliser une exposition grand public, mais qui vise en effet les scolaires des établissements de la Principauté, à qui seront proposées des visites commentées durant les quelques semaines que va durer cette exposition au ministère d'État. Nous le rappelons donc, cette exposition à partir du 4 septembre, ouverte au public au ministère d'État, est consacrée à la libération de Monaco et dont l'inauguration aura lieu demain, mardi 3 septembre. Merci Vincent Vatrican. Merci Patricia. Si la rentrée scolaire a eu lieu aujourd'hui en France, les élèves de la Principauté ont encore une semaine de vacances. Ils reprendront le chemin de l'école lundi prochain, mais ils peuvent d'ores et déjà s'équiper. Depuis le 19 août, les 3500 élèves monégasques peuvent acheter et récupérer leur tenue scolaire et de sport à la salle polyvalente de l'école Saint-Charles. Nous en avons suivi ce matin la distribution. Reportage d'Émilie Flamin et Lionel Bernardi. C'est la dernière ligne droite avant la rentrée pour Léo qui entre en CM1. Et ce matin, avec sa maman, c'est la mission uniforme. Comme tous les ans, on est venu chercher les nouveaux uniformes.
parce que ces petites choses poussent vite et que du coup, tous les ans, il faut racheter des nouveaux uniformes. Qu'est-ce que vous avez pris du coup là aujourd'hui ? Un gilet et un polo. Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on va prendre, puisqu'on avait acheté l'année dernière en cours d'année. Donc voilà, comme ça, il sera tout beau pour la rentrée. Et qui dit uniforme, dit nouvelle année scolaire. C'est une nouvelle année, on va faire des sorties, on va s'amuser, et voilà. Tu vas revoir les copains ? Ouais. Et pour les parents, l'uniforme est idéal pour leurs enfants. Ah, c'est parfait, c'est pas prise de tête, parce que déjà avec les listes scolaires, tout ce qu'il faut acheter au niveau des fournitures, les nouvelles baskets, le nouveau cartable, si en plus on pouvait épargner le côté vestimentaire, je trouve que c'est très bien. Il permet également une uniformisation des élèves. L'uniforme en général permet d'équilibrer un peu et de moins de faire de disparité entre les enfants. Donc généralement quelque chose qui est apprécié par les parents, comme s'ils n'ont pas trop à chercher pour les habiller pour le sport et également pour les tenues le reste de l'année. Le stand de vente des uniformes et tenues de sport est ouvert encore jusqu'au samedi 7 septembre, jusqu'à midi. Qui dit retour à l'école dit également rentrée sportive. Pour les parents qui souhaiteraient inscrire leurs enfants à un sport, le président général de l'ASM est notre invité pour les guider. Roland Biancheri, bonsoir. Bonsoir Patricia, merci pour cette invitation. Et c'est l'heure de la reprise pour certains, l'heure de la découverte d'une discipline pour d'autres. L'ASM est là pour les accueillir. L'ASM, cette grande dame pour vous citer. Tout à fait. Cette grande dame est prête à redémarrer pour une saison qui va être bien remplie. Je peux quand même faire un petit rappel sur le fait que les 100 ans, c'est quelque chose qui marque l'AS Monaco. On a fait un certain nombre de manifestations et là on est bien évidemment tourné vers aussi le futur et les sections sont en train de recommencer, mais c'est vrai que c'est la rentrée pour tout le sport monégasque. Et pour les plus jeunes notamment, il y a donc l'ASM Multisport. Cela peut débuter très jeune, hein ? Voilà, j'ai tendance à dire qu'on peut faire de moins de 7 ans à plus de 77 ans. Les disciplines sont très variées. On atteint maintenant 24 sections, le paddle étant le dernier en date. Il est en train de finaliser son inscription. Et on est très hétéroclite, puisqu'on peut avoir des compétitions, des manifestations pour les jeunes, du loisir. Le but étant bien évidemment de propager les valeurs du sport et faire en sorte que tous les jeunes de la principauté et des environs puissent bénéficier d'un panel très large. Ça va même jusqu'à l'e-sport pour paraître un petit peu surprenant. Il peut y avoir du triathlon, il peut y avoir des sports collectifs. Et il y a aussi bien évidemment 2 grosses locomotives sur lesquelles on participe un petit peu parce que c'est quand même un haut niveau, c'est-à-dire le football et le basket qui sont vraiment les 2 phares. Et après, il y a plein de disciplines avec beaucoup de membres comme la natation, l'athlétisme, qui sont un peu les bases pour apprendre la coordination et faire en sorte que tout le monde puisse s'initier et toucher à beaucoup d'activités. Ce qu'il est important de souligner, Roland Biancheri, c'est que pour les plus jeunes notamment, l'accent est mis vraiment sur la notion de plaisir. Ah, ça c'est clair, il y a une notion vraiment de découverte de la discipline. On n'est pas là du tout pour faire une usine à champions. C'est un effet pyramidal. On commence par une base la plus étoffée. Ils apprennent, ils découvrent, ils font même quelques essais. Si ça ne convient pas, ils ont la chance à Monaco de pouvoir aussi se positionner sur d'autres sports. L'idée étant que quand on est quelque part, moi je dirais qu'il faut à tout prix qu'on essaye de faire la saison entière pour vraiment avoir fait le tour. Et après essayer de ne pas trop se diversifier, même si pas malheureusement, mais la chance est là, c'est qu'on peut faire de la musique, on peut faire du sport, on peut faire plein d'activités. Il ne faut pas non plus trop se disperser. Vous vous attendez, Roland Biancheri, à un effet JO avec des disciplines extrêmement demandées. Alors on a évoqué ensemble la natation notamment. Oui, tout à fait. C'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est un facteur qui va certainement faire monter, on pense à entre 20 et 30% les demandes d'inscription. Il y a des disciplines un peu moins connues qui sont en train de se mettre sur le devant, comme le tennis de table. On a bien évidemment un engouement pour l'athlétisme et le triathlon avec Cassandre Beaugrand qui a fait à l'AS Monaco un passage dans ces 2 entités. Et après, bien évidemment, il y a les sports co, parce que même si le hand n'a pas eu le résultat escompté, le basket a fait un très bon résultat, le volley a encore montré de superbes choses, et on va être un petit peu victime de ces super résultats, parce que notre principauté peut accueillir un certain nombre d'athlètes, mais on est quand même sur 1,5 km et on n'a pas non plus des disponibilités de salles à profusion. Mais c'est un problème général, à la fois pour l'AS Monaco et les autres associations qui gravitent autour.
Nous allons enfin rappeler les modalités des inscriptions qui sont ouvertes. Il faut le savoir, depuis le mois de juin, vous l'avez dit, il y a parfois certaines disciplines déjà saturées. Mais il faut aller sur le site de l'ASM Multisport pour s'inscrire. Il y a encore des places quand même un peu partout. Alors pour certaines disciplines, malheureusement, je sais que c'est déjà compliqué. Ce qui peut être fait, bien évidemment, c'est de venir au 3e étage du stade Louis II où il y a le secrétariat de l'ASM. Il y a aussi un certain nombre de bureaux des associations rattachées à l'AS Monaco dans le stade. Donc à partir de là, ils auront tous les renseignements nécessaires. Et là, vraiment, on est en phase de rentrée. Donc en collaboration avec l'Éducation nationale, les sections ont reçu la ventilation des créneaux. Ils sont en train de regarder comment positionner les uns et les autres les catégories. Et donc ils auront une meilleure visibilité sur des catégories qui seront un peu saturées, un peu trop vite, ou s'ils peuvent encore faire quelques efforts pour répondre aux besoins de ce côté aussi de notion de travail social à faire sur l'ensemble de Monaco. Merci Roland Biancheri d'avoir été notre invité ce soir pour aider les parents à préparer la rentrée sportive de leurs enfants. Merci beaucoup Patricia et à très bientôt. Nous allons à présent sur la Riviera italienne, à San Remo en Italie, où il est possible d'admirer une sélection de robes portée par la princesse Grace, une exposition visible au casino de la ville dans le cadre d'un festival dédié à la haute couture. De Chanel à Dior en passant par Yves Saint Laurent, voici un aperçu de ces pièces de collection dans ce reportage d'Alban Gingembre, Julien Laugier et Louis Borgia. Balenciaga, Chanel ou encore Lanvin, cette sélection de 6 robes portées par la princesse Grace provient tout droit du palais, car si vous ne le saviez pas, absolument tous les objets ayant appartenu à la famille princière sont répertoriés par le pôle collection pour en faire la promotion à travers des expositions comme celle-ci. C'est très précieux d'avoir tous les objets parce que c'est un témoignage historique et ça fait partie du patrimoine qui sera transmis de génération en génération. Il y a aussi beaucoup de demandes concernant les bijoux, énormément de toiles, d'œuvres d'art, de sculptures, donc c'est des demandes très variées. Mais il y a quand même une très forte demande sur les biens ayant appartenu à la princesse Grace, parce que c'était une icône. Icône de l'élégance et du glamour, c'est le témoignage laissé par la princesse Grace. Ces robes ont toute une histoire. Cette pièce signée Dior a par exemple été portée par la princesse en 1973 au bal de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, elle se retrouve ici, à San Remo. La princesse avait l'habitude de faire quelques apparitions sur la Riviera italienne. Elle venait se promener ou acheter aussi. C'est aussi un lien sur la mode, je pense. C'est un mythe, parce que c'était une star et après une princesse, mais une des femmes qu'on ne peut pas définir parce que c'est quelque chose d'incroyable pour le style, pour la grâce. Cette exposition s'inscrit dans le cadre d'un festival dédié à la couture artisanale. D'autres créations d'artisans locaux sont visibles. L'événement se clôturera le 13 septembre par un défilé sur le parvis du casino. Dans vos agendas, notez, le groupe Youth Sector sera en concert le 5 septembre au Grimaldi Forum. Avec leur musique entraînante et pleine d'énergie, les 5 musiciens s'inspirent notamment des Talking Heads. Concert à 20h30 dans le cadre des Thursday Live. Les prévisions météo avant de refermer ce journal. Le temps sera-t-il toujours aussi électrique demain mardi, Sarah Nkari? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. L'orage est passé, mais le temps redeviendra incertain à partir de mercredi. En attendant ce mardi, le ciel devrait être ensoleillé le matin et un peu plus nuageux l'après-midi. Du côté des températures, elles seront semblables à celles d'aujourd'hui et varieront à l'ombre entre 23 degrés et 27 degrés l'après-midi. Enfin, un coup d'œil sur le calendrier pour souhaiter une très bonne fête aux Grégoire. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouverons demain à 19 h pour une nouvelle édition. Nous nous quittons avec les photos de fin de journal signées Stéphane Dana. Elle nous emmène dans les coulisses de la distribution des tenues scolaires avant la rentrée des classes lundi prochain. À demain sur Monaco Info.